Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Débat. Nous ne sommes plus à Paris, nous sommes à Bruxelles, avec le président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat, ancien ministre des Affaires étrangères. Il a été, Martin Fayoulou vous a cité il y a 2 jours à la Conférence nationale souveraine. Il a été, nous y étions tous présents, à Sun City. Monsieur Christophe Lutundula, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, on va commencer directement par l'actualité brûlante de ces derniers jours. Accord Rwanda-RDC, accord RDC-États-Unis. Est-ce que le Parlement est officiellement informé? Vous êtes le président de la Commission des Affaires étrangères, en tout cas pour la Chambre haute, des propositions de projets d'accord, notamment dans le cas RDC-Rwanda, où nous ne l'apprenons que du chef de la diplomatie rwandaise. Les 2 délégations ont déjà déposé leur projet au département d'État. Bon, disons qu'à ce stade, nous n'avons pas encore été saisis officiellement, et cela se comprend très bien, parce que vous savez que conformément à l'article 91 de la Constitution, c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation en concertation avec le président, qui l'exécute et qui en assume la responsabilité devant le Parlement. Et donc, nous n'intervenons pas en amont. Par ailleurs aussi, toujours la Constitution, l'article 213 dit que le président de la République négocie et ratifie les accords et traités. Le gouvernement les signe et en informe le Parlement. Et donc, nous attendons que l'instrumentum principal, c'est-à-dire l'accord, soit conclu pour nous en saisir. Mais je dois nuancer aussi, et là je vous rejoins, cela ne nous empêche pas de questionner le gouvernement sur ce qui est en train de se faire. Cela n'empêche pas non plus le gouvernement, parce que la Constitution dit que chaque fois que le gouvernement veut, disons en français facile, se faire entendre ou communiquer avec le Parlement, Assemblée ou Sénat, il en a le droit, nous ne pouvons pas refuser. Il faut dire qu'à ce stade, il n'y a pas eu d'initiatives qui ont été prises. Mais certainement qu'aussitôt que ça sera fait, nous serons saisis. Peut-être dois-je aussi énumérer un fait, c'est important, dans le cadre de la prorogation de l'état de siège, il y a pratiquement 1 mois, nous avons constitué au Sénat une commission mixte, relations extérieures, défense, sécurité, frontières, donc 2 commissions, pour entendre un certain nombre de membres du gouvernement dont les activités ont un rapport avec l'état de siège. Nous avons déjà entendu le vice-premier ministre de la Défense, madame la ministre Affaires sociales, solidarité, vice-premier ministre de l'Intérieur. Je crois que hier, mes collègues ont entendu madame la ministre, je crois, chargée de droits humains. Il est resté là, madame la ministre d'État, mais ça n'a pas été possible. Aux affaires étrangères. Compte tenu de son programme. Il y a quelques semaines, le président devait recevoir monsieur Boulos, Massad Boulos. Oui, spécial. Et puis après, madame la ministre devait se retrouver de ce côté-là. Donc on n'a pas eu non plus, il y a eu une opportunité, mais qui n'a pas pu se réaliser compte tenu de l'agenda trop chargé de madame la ministre d'État. Donc vous n'avez pas encore été informé officiellement, mais vous vous tenez informé de ce qui se passe. Ah, c'est évident, nous sommes des politiques, nous sommes concernés, et puis bon... Uniquement parce que vous êtes concerné aux politiques ou parce que la loi dit que toute ratification d'accord doit passer sous le sein du Parlement? Oui, mais il faut faire la part des choses, hein. Et ça dépend de l'accord. Il y a l'article 214 détermine les types d'accords qui sont obligatoirement soumis à autorisation de ratification. Il peut se faire aussi que, si on conclut un accord ou un traité, que les parties
concluante, contractante. La RDC, notre pays, décide que ce traité ou cet accord soit soumis à l'autorisation de ratification de la part du Parlement. Donc, pour faire court, si vous avez par exemple des accords qui concernent le règlement de conflits, c'est le cas ici. On va voir un peu ce qu'ils vont faire. Un accord qui a un impact sur les finances publiques. Et on peut continuer la série, ça c'est obligatoirement. Il faut une autorisation de ratification. J'allais vous poser la question justement, quel type d'accord cela peut-il être? Le Rwanda nie toujours, même si toutes les preuves sont contre lui. Le Congo n'a pas déclaré la guerre au Rwanda. De quel accord, vers quel accord serions-nous en train d'aller? Non, mais c'est un accord de paix. Paix pour deux pays qui ne sont pas en guerre. Oui, mais il y a une série de faits qui prouvent qu'il y a un conflit, à tout le moins, à impact direct sur la paix et la sécurité. Je n'aime pas être trop polémique là-dessus, mais il y a quand même des instruments internationaux importants. Il y a la résolution 2773. Il y a aussi des décisions de recommandations du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Il y a également tous ces processus dans lesquels, en particulier, le processus de Luanda, qui concerne, je souligne ça, la RDC et le Rwanda, tout cela, pour être court, certifie qu'il y a effectivement un conflit entre la RDC et le Rwanda et qu'il faut le régler par la voie diplomatique. Ça, c'est pour le conflit RDC-Rwanda. Oui. Maintenant, pour l'accord RDC-Rwanda. Maintenant, pour l'accord États-Unis-RDC. Est-ce que, même question, vous êtes officiellement informé? Est-ce que proposition il y a? Attention, là, on parle des générations futures, on parle des minerais rares, on parle du capital de la République démocratique du Congo, que le gouvernement, encore qu'on se pose la question de savoir si le gouvernement est impliqué dedans, que la présidence de la République pourrait être amenée à gager seule. C'est bien. Merci beaucoup d'avoir abordé la question. Non, moi je crois qu'il y a eu la déclaration de principe. On ne va pas entrer dans la définition de déclaration de principe. Disons que globalement, c'est une déclaration d'intention qui identifie les matières à problème pour lesquelles il faut trouver un accord en bonne et due forme. Ça, c'est la déclaration de principe, c'est RDC-Rwanda. Là, je vous parle de RDC-États-Unis. J'en viens, parce qu'on a parlé de ça aussi. On a cité les États-Unis. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'on soit arrivé là. 2, et c'est important, j'ai beaucoup aimé le recadrage que Madame la ministre d'État de notre pays a fait dans le speech qui a suivi la signature de l'accord. C'est très important, je vais le souligner. Et elle a dit ceci. Premièrement, dans le séquençage de la mise en œuvre de la déclaration de principe, la priorité pour nous, c'est la sécurité. Et puis, le retour de la confiance. On ne peut pas conclure dans n'importe quel domaine sans confiance. Et les problèmes de coopération viennent après. Je voudrais rappeler que lorsque nous avions commencé Luanda, nous avions une feuille de route. Vous étiez ministre des Affaires étrangères à ce moment-là, oui. Et c'est exactement ce qui était prévu dans cette feuille de route-là. On devait régler d'abord les questions de paix et de sécurité, plus évidemment la question de réfugiés, et puis après, toute une série de mesures de confiance. C'est au moment où la confiance est restaurée entre le Rwanda et la RDC qu'on peut parler des questions de coopération. Pas avant. Non, parce que il faut être dans l'état d'esprit et avoir toutes les garanties qu'on est maintenant en droit, je dis même dans un état tel que on peut discuter affaires, pour parler affaires. Oui, mais cette confiance revient quand ils se retirent. J'en viens. Parce que c'est de leur chef que les troupes de la FCM 23 sont arrivées là où elles sont. Quand elles se retirent, elles, et qu'on montre que les Rwandais n'y sont plus, ou quand la situation revient à la normale, ce qui impliquerait, au-delà du Rwanda, l'intervention de la FC ou l'acceptation par la FCM 23 d'un accord qui ne l'inclut pas. Attendez un peu là, Attention, ce que je vais dire. La question des États-Unis là, il faut retenir. Oui, bon, on va y revenir, mais c'est vous qui nous ramenez au Rwanda. Non. Nous avons toujours dit en RDC, sous l'autorité du président,
qu'il faut créer les conditions objectives d'un dialogue constructif et d'un dialogue sincère qui nous permettrait de conclure pour que la situation se normalise. Ça a été toujours notre thèse. Avec le Rwanda. Avec le Rwanda. Oui. Vous voyez. Alors, je voudrais quand même avancer avec. Et Madame la ministre d'État a eu raison de souligner ça dans la séquençage. Elle a eu raison de dire aussi que nous restons ancrés dans la résolution 2773, particulièrement dans son volet retraite des troupes étrangères, troupes rwandaises, et cessation de tout soutien à un groupe armé en RDC. C'est très important. Elle a ajouté aussi, c'est vraiment bien à propos, et ça a toujours été la position de la RDC depuis le départ. Parlant par exemple des richesses, de l'exploitation des richesses de notre pays, Madame a recadré, c'est très important parce qu'il y a un débat à l'intérieur du pays, et avec raison, en disant que oui, nous sommes vraiment, comme nous disons toujours, l'État-solution en matière de minerais rares, transition énergétique, approvisionnement en ressources minières stratégiques et critiques, mais que l'exploitation, en quelque sorte, de ces ressources-là doit se faire dans la transparence pour le développement de la RDC et la stabilité dans la région. C'est très important. C'est-à-dire que on doit admettre que nous sommes maîtres de nos ressources. Il y a des instruments internationaux, je crois, le protocole sur le droit économique et sociaux, je crois, qui reconnaît que chaque peuple a le droit d'utiliser des jus de ses ressources comme il le veut. Elle a recadré. Et elle a recadré aussi en insistant sur le fait que il faut des engagements vrais qu'on exécute avec redevabilité et mécanisme de contrôle. Je résume ça pour ne pas perdre de temps. Donc, moi je crois qu'il faut, par rapport à votre question, il faut avoir ce cadrage-là qui implique la souveraineté et tout. Alors, États-Unis. Attendez. RDC Rwanda, vous avez parlé de climat de confiance. C'est vous qui nous ramenez là-dessus. Ce climat de confiance, il est réinstauré quand toutes les troupes rwandaises sont sorties et avec elles ont entraîné celles qu'elles ont sponsorisées dans leur épopée au Congo, AFC M23, qui sont pas partis à cet accord? Nous sommes en train de parler de cela. Il faut bien retenir ça. Vous ne pouvez pas. Et nous avons toujours refusé, le président Tshisekedi a toujours été formel, et c'est la logique. Vous ne pouvez pas passer aux questions économiques sans que, le Rwanda n'ait retiré ses troupes, sans que, nous n'ayons pour eux, parce que c'est dit dans la déclaration de principe que les deux pays ont des préoccupations sécuritaires. Résolu le problème, c'est que moi j'appelle les résidus d'FDLR. C'est un élément de confiance. Et pour nous également, nous devrions aussi obtenir que le soutien au M23 cesse. Ce qui suppose aussi que le M23 doit revenir, doit libérer les espaces qu'il occupe. Puisqu'il n'est pas parti à cet accord, sauf s'il arrive par lui-même à mener Attendez cette un peu là, guerre. il y a une coordination, là, parce qu'il y a plusieurs questions que vous posez. Si vous voyez bien, en fait, où est-ce qu'on se trouve maintenant? Vous voyez, Luanda est repris par les États-Unis. Rwanda, RDC. Nairobi est repris par Doha, sauf que, jusque-là, vous n'avez que M23. Et on va y revenir. C'est-à-dire, les questions intérieures sont séparées avec des questions de relations bilatérales. Doha, c'est l'interne, Washington, c'est l'international. Oui, c'est comme ça se présente aujourd'hui. Vous voyez, peut-être que ce qu'il faut dire aussi, comme le président Tshisekedi l'a toujours dit, si vous voulez débloquer, il faut qu'il parle avec Kagame, avec le président Kagame. C'est ce qui s'est passé. Et maintenant là, en fait,
l'M23 entre dans l'interne. Et M. Kagame, le Rwanda et nous restons dans l'externe. Je sais que bon, on peut commenter, mais je donne schématiquement pour qu'on se comprenne. Et je me réjouis de voir que il y a un effort qui est fait des deux côtés pour établir un lien pour que tout s'intègre. Et c'est pour cela qu'il y a eu à Doha, il y a quelques jours, je crois le 28 avril, si je ne me trompe pas. Un ballet diplomatique. Oui, où vous trouvez autour de la table les États-Unis, la France, le Togo, pour le compte de l'Union africaine, le Rwanda, la RDC et le Qatar. Et c'est pour cela aussi que vous remarquez que le président Obasanjo, qui a été désigné par l'EAC et la SADC, est dans la danse. Non seulement physiquement, on l'a vu à la signature, mais il fait un ballet pour contacter les Congolais, je dirais certaines personnalités congolaises et notre chef de l'État pour promouvoir la dynamique interne. Alors revenons sur les États-Unis. Maintenant, il y a des questions qui se posent. Ou que se posent les Congolais? Ils ont raison. Notre pays est exploité depuis des années, il y a 30 ans, mais bien avant. Et moi qui vous parle, vous savez que nous avons eu à présider une commission, dite commission de Tundula, après Sun City, qui a traité de la question. Le rapport existe. Nous avons une opportunité que nous devons exploiter au maximum et avec beaucoup d'intelligence. Je vous ai dit, il y a quelques années à New York, répondant à une question de Thierry Kamboudi, je crois, quand vous m'avez voulu savoir quels sont nos atouts qui peuvent nous donner l'espoir de gagner, je vous ai dit, il y a d'abord le patriotisme de Congolais, il faut mobiliser, et il y a nos ressources naturelles pour autant qu'on sache les négocier. Je crois qu'on est arrivé à ce que je disais. Alors, si la présence américaine vient pour construire un binôme vertical, ça pose problème. Qu'est-ce que je veux dire par un binôme vertical? Vous avez au sommet, dans ces conditions, les États-Unis. À la base, vous avez les deux bases, la RDC et le Rwanda, et les États-Unis indiquent la direction à suivre. Là, ça ne peut pas se faire. Vous comprenez? Il faut, à la limite, on peut accepter un binôme horizontal. C'est-à-dire que vous avez les États-Unis par rapport à l'accord de paix comme un des garants de bonne fin de l'accord de paix. Et en bilatéral, et ça me réjouit parce que j'ai suivi, peut-être vous aussi certainement, qu'il y aura en fait 3 accords. Un accord de paix, un accord bilatéral RDC États-Unis et un accord bilatéral États-Unis RDC le Rwanda. Bon, on va voir comment ça va aller. Nous devons travailler. Mais il faut éviter la triangulation verticale qui concrètement risque de nous amener à cette situation. Oui, vous avez des ressources naturelles, vous avez des minerais stratégiques et critiques, vous le produisez? Non. Le Rwanda les transforme, oui, et les États-Unis achètent. On ne peut pas accepter ça. Ça, c'est très clair. D'où la question. Le gouvernement dit que nous sommes à un moment où la RDC est solution, où on ne peut pas laisser la RDC dans la situation dans laquelle elle est au regard des richesses qu'elle a. Oui. Aujourd'hui, tout le monde s'implique pour que rupture d'alimentation, il n'y ait pas. Oui. Et aujourd'hui, cette alimentation, elle est principalement réalisée par le Rwanda. Donc aujourd'hui, la crainte, c'est de voir un Rwanda sanctionné et donc que rupture d'alimentation il y ait. Non. Moi, vraiment, on aborde la question de fond parce que les Congolais s'expriment beaucoup sur ça. Et moi, je suis d'accord, hein, il faut qu'on en discute. Il ne faut pas qu'on se laisse baiser là-bas. Non, moi, je pense que la vision qui doit être la nôtre est celle-ci. Nous traitons avec les Américains des affaires, comme nous les traitons avec les Chinois, comme nous pouvons les traiter avec des pays africains, les Européens, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Les Américains sont avec nous dans le corridor sur Lobito. Où la RDC n'a encore rien fait. Bon, on est depuis plus de 10 ans. On est partie prenante, mais parce que on n'a pas été dans les conditions où ça devait se faire. Maintenant, il y a un financement qui est sur la table, Amérique,
je crois que l'Europe est intéressée aussi, mais ne perdons pas le fil des idées. Oui, revenons à RDC. Et donc, RDC, oui, et donc, si on sait les négocier, vous avez dit. Nous devons dire ceci. Les questions économiques, d'ailleurs c'est un peu dit dans la déclaration de principe. On renvoie ça dans le cadre de la coopération, de l'intégration régionale. On y reviendra. Mais question de principe, là, vous nous ramenez sur RDC Rwanda. Moi, je vous parle de RDC États-Unis. J'en viens pas. Non. Quand vous lisez la déclaration de principe, on cite aussi les États-Unis dans le domaine économique. Donc, il n'y a pas que la RDC et le Rwanda. On cite les États-Unis. Donc, il faut clarifier. Nous disons ceci. Il y a deux pays, la RDC et les États-Unis. Et j'étais en train de vous dire que nous traitons avec les Américains comme nous traitons avec tout autre pays. En position de faiblesse, notamment. Non, c'est pas ça le problème. Oui, mais si, c'est ça le problème, puisque Martin Fayulu le dit sur Top Congo, Martin Fayulu le dit, négocier aujourd'hui avec le gouvernement, lui parle de légitimité. Ça, c'est son problème, mais au-delà de la légitimité, il y a la position de faiblesse qui est demander du business contre la protection des États-Unis. Ça nous met un peu dans la position France-Afrique de l'époque où la France donnait de la sécurité contre des minerais. Est-ce qu'aujourd'hui... La France-Afrique, c'était de la mafia. Je suis désolé de mais bon, à l'époque, ça n'est pas... Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. On pourra dire dans 50 ans que la RDC USA, signé aujourd'hui, c'était de la mafia, parce que est-ce que la RDC peut négocier ce pareil contrat dans la position dans laquelle elle est, où elle a peur, où le régime a peur et a besoin de sécurité? Ça, c'est ce que disent notamment les opposants. J'ai compris votre question. Nous devons savoir ce que nous voulons. OK? On ne doit pas être figé alors que nous avons une crise majeure qui bloque le pays. On doit savoir ce qu'on veut. Nous sommes en position de faiblesse. On ne discute pas, ne faisons pas la langue de bois. Vous voyez? Mais dans cette position de faiblesse, nous avons des atouts dont je vous ai parlé et les Américains ont aussi besoin de nous. Maintenant, ça dépend de la manière dont nous discutons. Prenons par exemple ce dont on a parlé là. Le Rwanda a des équipements, raffinerie de l'or et tout. Nous disons, venez le traiter avec le Rwanda, investissez, on fait la raffinerie de l'or chez nous. Attendez, c'est important ce qu'on dit là, parce que ce sujet-là a été abordé notamment avec le porte-parole du gouvernement. La raffinerie du Rwanda a été sanctionnée par ceux qui peuvent lever la sanction s'ils en ont besoin. Ouais. 1. 2. Faire une raffinerie, ça peut durer 5 à 10 ans. Non, c'est l'exemple que j'ai pris. Oui, mais c'est l'exemple qu'on va utiliser. Oui. C'est un bon exemple. Oui. Le temps que l'on fasse les équipements sous investissement de ceux qui ont déjà investi chez le Rwanda parce que ça semble plus stable, rupture d'alimentation, il y aura. Mais non, mais attendez là. Avant que le Rwanda ne fasse la raffinerie, même ici il y a 10 ans, comment ça s'est fait? Oui, mais... Est-ce que le monde extérieur n'achète pas l'or congolais? La question, mais pas comme elle le fait maintenant. Oui. Elle a évolué, ce monde, il a évolué dans son exploitation, parce qu'il faut dire que cette guerre, c'est une guerre d'exploitation. Et aujourd'hui, va-t-il accepter de revenir en arrière le temps que la RDC se dote des instruments? Si je vous dis ça, c'est pas qu'on revient à il y a 10, 15, 20 ans. Je dis encore une fois, ça dépend de la manière dont nous allons négocier avec les Américains. L'or, le coltan, le cobalt, tout ça, vous en avez. Nous en avons. Est-ce que ce que nous vendons à la Chine, ça passe par le Rwanda? Est-ce que ce que nous vendons à la Chine... Ça passe par le Rwanda? Est-ce que ce que nous vendons à la Chine est vendu dans les mêmes qualité ou avec la même valeur que ce que le Rwanda vend aux États-Unis ou ce que nous pourrions retirer. Ensuite, il y a un élément important. Le pays solution, c'est pas uniquement le grenier du monde, c'est aussi le pays qui en retire quelque chose. Attends un peu là. Le Rwanda vend le produit tiré d'où? Du Congo. Alors, nous avons un pouvoir de négociation. Oui, mais... Nous avons un pouvoir de négociation qui n'est pas de moindre. Oui, mais le pouvoir de négociation, et c'est là que c'est le temps. C'est le temps de la négociation qui importe le plus. Il y a 2 ans, on aurait dit oui. Avant Bunagana, on aurait dit oui. Mais aujourd'hui, nous avons le droit de négociation parce que c'est sur notre territoire. Mais ce territoire que nous disons être nôtre, sur lesquels sont les minerais, aujourd'hui est contrôlé par d'autres. Est-ce que ce temps où on doit d'abord récupérer chez nous avant de pouvoir bien discuter, est-ce que le temps joue pour nous? C'est ça la question. Les temps, oui,
mais nous devons faire en sorte qu'avec ces temps qui ne jouent pas pour nous, nous n'aliénions pas notre patrimoine national. Je pars de l'idée que tout le monde a besoin de nous. Nous ne sommes pas si faibles que ça. Si aujourd'hui, nous arrivons à obtenir, et nous pouvons le faire, qu'il n'y ait plus de l'exploitation illégale de nos ressources, cela est faisable. Même par nous-mêmes d'abord, même par nous-mêmes. La bonne gestion, la discipline, l'ordre dans les mines. Vous savez que, comme disait un peu Feu Papa Boboli, lorsque nous étions au Conseil de la République, il dit le Congo, c'est un marché libre et service, sauf qu'il n'y a pas de surveillants, des vigiles, et il n'y a pas de caissiers ou de caissières. Vous entrez, vous prenez, puis vous partez, vous ne payez absolument rien. C'est-à-dire qu'il faut nous organiser. Ça dure depuis plus de 40 ans. Oui, mais bon. Oui, mais ça dure depuis plus de 40 ans. Alors on fait quoi? On dit que ça dure depuis plus de 40 ans. Il faut qu'on en prenne conscience. Est-ce qu'on en a pris conscience ou est-ce qu'aujourd'hui on est dos au mur parce que nous sommes devant une situation... Dos au mur ou non, il est temps que nous puissions changer. Il est temps que nous puissions prendre conscience de ce que nous avons un pouvoir de négociation, nous avons une richesse, on ne va plus les brader. Et je n'aime pas le défaitisme. Ça dit, oui, nous sommes en position de faiblesse, oui, il y a ceci. Mais quelle est la solution? Quand on aura dit tout cela, nous sommes faibles, le Rwanda fait ceci, nous n'avons pas ceci, alors on fait quoi? Il reste à savoir ce qu'on fait. Et moi, je dis que ce point-là, il est important et que je dis qu'on ne fait pas le trinôme vertical. Nous avons discuté au coude à coude avec les Américains, conclure un partenariat avec les Américains dans des conditions, en tout cas, favorables aussi à nous. Et c'est pour ça que, parce que vous n'avez pas voulu que je parle de la déclaration. La déclaration de principe renvoie, c'est important, renvoie la coopération économique. Après. Non, c'est pas ce que je veux dire. Renvoie ça au cadre régional. J'ai le document ici. Oui, ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, prenons un exemple simple, la CPGL, c'est un cadre régional, mais qui est en train de mourir. Moi, j'ai visité, à côté du président de la République, une institution agricole créée dans le cadre de la CPGL au Burundi. Vous avez la Socigaz. Je crois que dans le domaine de l'électricité aussi, il y a une initiative commune, une institution. La banque de la CPGL. BDGL. BDGL, voilà, BDGL. Si les Américains sont prêts à aider la région à relancer la BDGL, à bien faire fonctionner la Socigaz et ainsi de suite, pourquoi pas? Parce que nous n'allons pas, nous, penser un jour, comme ça, que le Congo va se situer, je ne sais pas, au sud-est des États-Unis, le Rwanda va aller en Amérique latine. Non. Vous voyez. Voilà. Et vous avez aussi la CIRGL. Est-ce que vous savez, de toute façon, vous le savez, vous êtes de professionnels, il y a une panoplie de centaines d'instruments de coopération dans tout le domaine, mines, gaz, économie en général, sécurité, qui ont été élaborés, signés, ratifiés par les États membres de la CIRGL. Jusqu'à présent, nous avons un compatriote qui était là-bas. Vous connaissez le professeur Tombaloa? Oui, très bien. Il était secrétaire exécutif de la CIRGL. Il peut nous donner beaucoup d'informations. Donc, je veux dire que pour qu'on gagne du temps... Donc, c'est possible... Donc, c'était possible au sein... Vous renforcez ce qu'on dit, hein. C'était possible au sein des organisations sous-régionales. Oui. Pourquoi vouloir renforcer le dispositif qui existe déjà alors qu'il ne suffit que de le financer? Oui, mais... vous dites, il ne suffit que de le mais financer. Alors, nous pouvons avoir, au niveau des chefs d'État, disons de la CPGL, c'est plus simple. Qui ne s'entendent pas. Hélas. Et c'est ça l'Afrique. Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est du domaine du possible. Moi, quand j'étais encore aux affaires étrangères, j'avais chargé la cellule diplomatique de faire une étude sur la CPGL, la CIRGL, au regard de notre appartenance à la CEAC, et voir un peu qu'est-ce qu'on fait de tous ces instruments-là. Mais moi, ce que je veux dire par rapport à votre question qui est intéressante,
Si aujourd'hui les chefs d'État, par un sursaut d'orgueil personnel et même par un sursaut de panafricanisme, par un sursaut de cohérence par rapport à tout ce que les chefs d'État d'Afrique nous disent, conviennent qu'on relance les institutions, la CPGL, ils peuvent aussi convenir de mécanismes de financement au niveau peut-être de banques internationales et pourquoi pas au niveau de certains États. Vous voyez? Donc, moi je dis que la question de la coopération économique, elle doit être traitée de cette manière-là. Je reviens, un triangle vertical. Nous avons la RDC avec les États-Unis, comme on fait avec tout le monde. Avec le Rwanda, nous nous disons, maintenant là, les conditions de confiance ne sont pas encore restaurées. Et dès que ça sera possible, je vous ai dit que déjà, Luanda, ça se trouve dans la feuille de route. Cela était déjà mentionné. Oui, voilà. Merci beaucoup. Donc, les peurs de nos compatriotes sont les nôtres, sont justifiées, mais je considère ça comme des alertes, un appel à la vigilance dans les négociations. Accord RDC-Rwanda, pas forcément de ratification nécessaire par le Parlement. Mais il y a au moins, attendez un peu là, il faut quand même passer la technique, il y a au moins une obligation d'information qui nous permet aussi de discuter avec le gouvernement. Si ça ne marche pas, nous, on le dit que ça ne marche pas, hein, parce que nous avons un pouvoir de contrôle. Même s'il n'y a pas de ratification, mais le gouvernement a l'obligation de nous informer, article 214, alinéa 2 de la Constitution. 213. Accord RDC-USA, obligation de ratification, puisque l'on engage les minerais, les ressources de la République démocratique du Congo sur des générations. Oui, ce serait une bonne chose. Obligation ou non? Bon, moi, personnellement, parce que ça affecte les finances publiques. Donc, nous sommes dans le prescrit l'article 214 de la Constitution. Il faut que ça passe et que nous puissions autoriser, comme on le fait d'ailleurs, mais je m'excuse l'expression, les simples accords de prêt. Quand on a un prêt de la Banque mondiale, de la BAD et tout, on fait la ratification. Donc là, c'est vraiment, il faut que ça passe à la ratification. Et j'aurais souhaité que dans quelques jours, nous puissions demander quand même, parce que ça ne sera pas signé maintenant. Et c'est très important ce dont nous parlons maintenant. Il est absolument nécessaire que, parce que maintenant on a déposé des projets, d'après ce que les médias nous disent, il est absolument nécessaire que le gouvernement vienne nous donner l'économie de discussions en cours. Et moi j'ai toujours été d'ailleurs, même quand j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai toujours dit que lorsqu'on négocie des accords d'une telle importance comme ce qu'on est en train de faire là, pour la vie du pays. On ne peut pas les négocier en catimini comme ça là, semble être le cas. Il faut tout faire. On ne va pas demander aux parlementaires d'être associés aux négociations. On sera jugé parti. Mais la communication doit se faire et en amont et en aval. C'est important. Mais vous pourriez aussi, si vous n'êtes pas associé, et donc ne pas être d'accord avec ce qui est dit, empêcher cette ratification ou ne pas le ratifier et faire en sorte que les relations entre les deux pays ne soient pas à l'avantage de ce vers quoi court absolument la RDC aujourd'hui qui a besoin d'appui dans cette guerre? Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement là? Ça veut dire le RDC-USA, c'est des minerais contre la sécurité. C'est une négociation qui se fait, vous n'êtes pas associé. Vous dites que vous devez ratifier à un moment ou à un autre, mais puisque vous n'avez pas été associé, vous pourriez ne pas ratifier. Et non, donc, moi je ne raisonne pas comme ça. Oui, mais attention, mais je vois le résultat final. Le résultat final, c'est si vous n'êtes pas, puisque vous n'avez pas été associé, si vous n'êtes pas d'accord, vous ne ratifiez pas cette protection contre minerais. À terme, le gouvernement ne l'aura pas. Oui, attendez là. Non, il faut savoir comment vous libérer. Si vous dites, puisque nous ne sommes pas associés, c'est pas rationnel. Moi, je préfère dire, si nous estimons que les clauses de l'accord ne sont pas bonnes, parce que vous n'avez pas été associé d'abord. Non, c'est pas parce que ça sous-entend. Non. Parce que si vous avez été associé, vous auriez donné un texte plus consensuel, non, plus proche des attentes du Parlement. La nuance vaut sa peine.
Parce que moi, je ne voudrais pas que ce soit présenté comme un geste machinal que l'on fait comme ça, ou bien on rejette par rancœur. Non, la République, c'est pas ça. Nous pouvons avoir été associés, disons comme ça. C'est-à-dire que, madame la ministre d'État, monsieur le ministre, le vice-premier ministre à l'économie, le ministre des Finances, en tout cas tous les ministres qui sont concernés, peuvent venir en information, comme nous pouvons les auditionner pour nous dire voici à ce stade, là où nous en sommes et ainsi de suite. Et ça se conclut. Si à la ratification, il appert qu'à un moment donné, la philosophie que nous avons partagée n'a pas été transcrite dans l'instrumentum, ou que certains éléments sont apparus dans l'entretemps et que cet accord pose problème, nous allons demander au gouvernement de le renégocier. Et c'est comme ça la vie internationale. Si vous dites, encore une fois, nous sommes en position de faiblesse, on avale n'importe quelle couleuvre, ça n'avance pas. Oui, je vais vous donner un cas. À l'époque de Mme Albright, secrétaire d'État américain. Sous Laurent Désiré Kabila. Oui, il y a eu des discussions sur le plan commercial, je crois, avec le Vietnam. Le Vietnam a dit non, nous on n'accepte pas ça. Le gouvernement l'avait accepté. Ouais. Et Albright a été obligé de se déplacer des États-Unis pour aller expliquer aux Vietnamiens. Oui. Vous pensez que la RDC, vous avez parlé tout à l'heure de geste machinal, parce qu'on n'est pas associé, on le fera pas. Est-ce que vous pensez que le gouvernement ou le Parlement, Sénat, Assemblée nationale, pourrait être ce contrepoids qu'on attend de lui, si jamais le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut, sachant que ce Parlement, il est à plus de 90% union sacrée? Non, attendez. Un Parlement a toujours une majorité. OK? Mais nous avons d'abord notre contrat, les mandats parlementaires. C'est un contrat avec la population. Et deux, ça peut être très banal, mais nous sommes concernés. Nous sommes concernés comme citoyens de la République et comme agents publics. Trois, la Constitution nous en donne tous les pouvoirs. C'est une question de responsabilité majeure dans l'exécution de notre mandat et sur le plan de principe, ça peut se faire, c'est ouvert dans les textes. Sur le plan des faits, ça se réfère à la conscience d'un chacun. C'est la République. Et là, vous me donnez l'occasion de m'adresser à mes collègues, qu'ils soient sénateurs ou députés. Vous me donnez l'occasion aussi de m'adresser à ceux qui dirigent le pays, c'est-à-dire le gouvernement qui gère, ceux qui dirigent nous aussi comme majorité nous dirigeons. Donc c'est une responsabilité qu'il faut assumer comme il faut. Mais je ne pars pas d'une hypothèse, si vous voulez, négative, ou je n'aimais pas une opinion négativiste. Non. Sinon, nous n'aurons pas de travail. Il faut travailler et surtout, n'allons pas, mes chers compatriotes, avec la faiblesse de croire que nous, fini terminé, nous avalons toutes les couleuvres. Ça marche pas. Soyons comme Vital Kamerhe qui, face à l'entrée des troupes rwandaises, il y a une vingtaine d'années, a démissionné. Vous étiez son vice-président. Page d'histoire, avait-il pris la bonne décision? Bon, je ne souhaite pas remuer le couteau dans la plaie. C'est pas dans ma nature, dans mon genre. Permettez. C'est à peu près Permettez. Je crois que le départ de mon ancien président et le nôtre aussi a bien sûr un contour qu'on peut appeler nationaliste. Ça n'a défendu les intérêts du pays, mais il y a d'autres dessus de cartes que je ne vais pas aborder. Alors changeons de sujet. J'aurais posé la question. Vous avez dit Doha et Washington, c'est Nairobi et Luanda. Oui. On a beaucoup parlé de ces deux processus. On pourrait vous poser la question, allez, rapidement, pour une rapide question. Est-ce que la multiplication des processus est bien pour le retour de la paix? Je le dis avec votre confrère, que vous aimez certainement, Bois Bouvier, et puis un autre journaliste, j'oublie son nom, dit comment, quelque chose comme ça. Mauvaise chose. La fusion qui a été décidée par l'EAC... était une bonne chose? Non. Parce que, je l'ai répété, Luanda, c'est bilatéral. Rappelez-vous, au mois de mai 2022,
quand nous étions à Malabo. C'est moi qui conduisais la délégation sous l'instruction du président. Dans ce moment-là que nous avons crevé l'abcès sous l'instruction du président pour dire c'est le Rwanda. Et d'un mot, à la fin, on a décidé. D'ailleurs, le chef d'État ne voulait pas y aller. C'est le vieux, le président de la Guinée équatoriale. Qui a dit, mais comment le ministre des Affaires étrangères de la RDC nous parle d'un problème d'actualité. Les gens sont en train de mourir. Comment nous allons partir en disant c'est une session extraordinaire, on n'aborde pas des questions qui n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour. Bon, finalement, on a dit, subsidiarité, qui veut que lorsqu'il y a un conflit qui intervient dans une communauté, dans une région, c'est l'institution communautaire qui s'en occupe. CIRGL, le président Lorenzo qui présidait, vous-même président de la CIRGL, vous prenez le dossier pour maintenir le dialogue entre la RDC et le Rwanda afin d'éviter leurs différends. C'est clair. D'où processus de Luanda. Attendez un peu là. Parce que le problème, c'est le temps aussi. On ne pourra pas s'éterniser longtemps. Non. Et on ne pourra pas aborder d'autres sujets aussi importants. Et Nairobi, c'était à l'interne. Oui. Donc, fusionner, je le dis, signifie que ça devient la même chose. Signifie que le président Kagame a raison d'avoir ses troupes au Congo. Signifie que tant qu'on ne règle pas le problème interne, l'armée rwandaise reste là-bas avec toutes les conséquences. Et donc c'était une mauvaise chose. Mais donc vous êtes satisfait du fait que Doha ait repris Nairobi et que le Washington ait repris Luanda. Oui, et aussi, je suis satisfait de l'effort qui est fait pour intégrer toutes ces initiatives dans une dynamique unique de paix, que ce soit sur la garantie américaine, française, Union africaine et tout. Tout le monde est là et il faut encourager cela. Il va rester le volet interne parce que Doha jusqu'à présent, il n'y a que l'M23 qui est là. Nairobi, nous étions pratiquement... Avec tous les groupes armés. Nous étions un des trois. Nous étions au quatrième rendez-vous de Nairobi qui s'est arrêté. Il faut y penser. Et puis il y a aussi l'opposition interne qui s'exprime. Il y a l'initiative des évêques et tout cela. On va y aller, on arrive. D'ailleurs, je venais directement avec ce sujet. Avant de parler des évêques, je voudrais qu'on parle un peu de des consultations politiques quand même. Oui. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé ces derniers jours avec tous mes interlocuteurs. Je vous en prie. Vous êtes entre vous consultés? Oui. Ou cette consultation, c'était contre la dynamique CC5O? Je pense pas. Je crois que quand le président a annoncé, il avait amplement justifié son initiative. Oui, mais à quoi ça a servi? Attendez. Le président a reçu les rapports de consultation qui ont été menées par le conseil spécial. Kolongele. Il a déjà reçu le rapport? Mais oui, c'est sûr. Il y avait un timing. Il a le rapport. Depuis attendez un peu là. Certainement que c'est lui-même qui connaît la quintessence, les bien-fondés de sa démarche, qui va trancher. Mais il est resté un problème, à mon avis. Personne de l'opposition n'est venu. Mais tout le monde Moi, je considère que... Tout le monde avait annoncé qu'il ne viendrait pas. Attendez. D'où ma question, pourquoi l'avoir fait? J'en viens. Non. Nous sommes dans une majorité avec la haute autorité politique, le président Tshisekedi. À tout moment, il peut nous consulter. Ça, vous reconnaissez. À tout moment, il peut nous consulter. Donc, c'est pas ça le problème. Ce qu'il y a, je vous donne mon point de vue, c'est que je ne comprends pas pourquoi, chez nous, on considère que, d'un côté, un régime démocratique avec une opposition qui a un statut légal, on considère que lorsqu'un opposant rencontre le président de la République, il lui apporte son appui, il a trahi. Non. J'en viens. Je suis d'accord avec vous, mais là, on est en train de... Non, attendez vous un peu. Vous fuyez la question. Non, je ne fuis pas la question. La conclusion, c'est quand même qu'il n'y a pas eu d'opposant et qu'il y a d'autres initiatives que les consultations politiques internes qui pourraient rassembler plus. Permettez-moi, parce que j'ai une idée qui me paraît très importante. Moi, je pense qu'il est de la plus haute importance, je dirais même une obligation légale, parce que j'ai parlé du statut de l'opposition. Il est dit dans la loi que l'opposition a le droit d'être informée sur la manière dont le pays est géré
j'allais dire, sur les grandes questions principales de la vie nationale. Ça, c'est le principe. Et j'en viens, il est dit aussi que l'opposition a le droit d'émettre son point de vue. Moi, je pense qu'il est important que le président, en dehors des consultations coloniales, reçoive le leader de l'opposition de la manière la plus solennelle et qu'il attende leur point de vue en dehors du processus dont nous allons parler tout de suite là. Parce que c'est la loi. Oui, mais vous allez reconnaître que depuis 7 ans, le président Tshisekedi ne l'a pas fait. Mais le président Tshisekedi a toujours dit, dès son arrivée au pouvoir, qu'il veut avoir une opposition responsable, une opposition avec laquelle il va traiter. Le jour de sa prestation de serment, ses deuxième mandat, il est revenu sur ça, je ne mens pas. Donc, moi, je crois qu'on ne peut pas fermer cette porte-là par un radicalisme. Mais aujourd'hui, cette porte n'est pas ouverte. Non, non. Le président n'a jamais refusé. Oui, mais aujourd'hui, le constat, monsieur Lutundula, au-delà des discours, aujourd'hui, le résultat, c'est qu'ils ne sont pas venus. Mais c'est pour ça que je vous dis... Aujourd'hui, on voulait mettre autour de la table tous les Congolais. On va parler de ça, Non, il ne faut pas négliger ça. Nous ne pouvons pas être dans un pays chrétien, avoir des textes de loi, déclarer notre adhésion à des principes et se comporter comme si de rien n'était. Ça peut rater aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'il n'est pas tard et qu'on enlève dans nos têtes le fait que rencontrer un président parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'on n'a pas soutenu, c'est une trahison. C'est un devoir constitutionnel. Non, constitutionnel légal. Non, on est d'accord. Ceci dit, passons. Ça, c'est l'éducation politique. Les gens mettront le temps à s'y faire. Le président a notre point de vue. Comme chef de l'État, il est utile qu'il ait la tonalité des autres et qu'il voit comment assurer son leadership. Allez-y. Que pensez-vous des pères religieux? De quoi? Des pères religieux. Certains disent que leur initiative, CC5O, ce n'est qu'une initiative privée dont l'avantage ne reviendrait qu'à eux. Est-ce aussi votre avis? Oui ou non? On peut pas trop s'étendre. Non, pas oui ou non. Pas oui ou non. Non. Moi, je pense que le président lui-même a dit que c'était... Le terme qu'il a utilisé, il faut lui dire que bon, c'était intéressant, c'était opportune. C'est moi qui utilise ce terme. Hein. Mm-hmm. Et je pense qu'il soit évêque, simple prêtre, religieux, pasteur, ce sont des Congolais. Nous tous, nous avons le droit d'émettre nos opinions sur la manière dont notre pays est géré et nous avons l'obligation de contribuer à la bonne gestion de notre pays constitutionnel. Mm-hmm. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas s'opposer ça de manière épidermique. Ils ont vos chapitres. Ils ont vos chapitres. 2. Moi, je pense que, parce que le temps nous est compté, je conseille aux initiateurs de redimensionner leurs ambitions et de recadrer leur initiative. Qu'est-ce que je dis? Eux, ils disent même plus que vous. Ouais. Didier Moumengi sur Top Congo déclare: nous voulons que le président s'approprie, finance, encadre. Oui, mais ce n'est pas par des claquements de doigts. C'est pour cela que permettez que je termine mes idées. C'est pour cela qu'il faut. Moi, j'ai travaillé avec Monseigneur Monsengo pendant longtemps. Je peux prétendre, toute proportion gardée, que j'étais quand même un de ses proches collaborateurs. Vous étiez. J'ai travaillé avec le président Tshisekedi dans ce qu'on a appelé l'opposition après Genval, le rassemblement de l'opposition. Nous avons travaillé avec le cardinal Ambongo, je crois que ce moment-là, il n'était pas cardinal, avec Monseigneur Outembi et les évêques. Donc j'ai quand même une petite expérience de milieu. Moi, je dis qu'il faut redimensionner. Parce que c'est vrai que les hommes d'église, c'est les hommes qui ont la foi en Dieu. Et je dirais même les hommes de bonne foi. Mais au niveau de politique, particulièrement au niveau des chefs d'État, je n'aime pas particulariser pour les Africains, ça risque d'être offensant, ils ne sont pas nécessairement de bonne foi. Et ils n'ont pas nécessairement de bonne foi. Quand un chef d'État vous reçoit, vous ne savez pas ce qu'il pense. Peut-être il obéit à une exigence protocolaire. Vous comprenez? Moi, j'aurais souhaité que la CENCO, qui en a l'expérience, l'Église protestante, se concentre sur les volets intérieurs. Et je vais donner des idées précises là-dessus. Et que, au niveau de
la région des Grands Lacs, s'il vous plaît, il faut faire attention. D'autant plus, je vous l'ai dit dans notre interview ici, la CIRGL. Non. Vous savez, permettez. Oui, mais au risque ça existe, je vous ai dit, il y a tous les instruments qu'il faut. Oublions le volet international du pacte social. Je m'adresse à eux à travers vous, parce que nous aurions souhaité que le pacte soit d'abord approprié au niveau de la région par leurs pairs, par leurs confrères. Ce n'est pas normal qu'ils partent rencontrer un chef d'État qui, lui, n'a jamais rencontré les religieux de chez lui, les évêques et tout. Ce n'est pas normal qu'ils aient fait le tour. Nous n'avons pas encore entendu la voix d'une église, d'une conférence épiscopale, pour nous dire comment elle entend contribuer dans son pays. Il y a des problèmes. Vous ne voulez pas qu'on s'y mette? Non. Donc moi, je crois que j'ai bien compris. Il faut redimensionner, recadrer. Est-ce que un dialogue, puisque c'est plus ou moins vers vers quoi il nous amène, est-ce qu'un dialogue modèle CNS souverain, comme semble le vouloir les pères religieux, fait peur à l'Union sacrée? Non, ça fait pas peur, mais il y a des problèmes. Nous devons savoir ce que nous voulons. Quel est ce pays où pratiquement chaque 5 ans, les élites, entre guillemets, société civile, classe politique, se retrouvent dans de tels forats? 1992. Ou bien alors, nous reconnaissons que nous ne sommes pas capables 1992. de prendre en charge le destin de notre pays. Permettez. Non, mais je vais vous aider. Oui. 1992, 2002. Il y a eu après tous les accords avec les M23 et on arrive à 2025 où 30 ans ou presque 40 ans plus tard, Christophe Lutundula, qui est en face de moi, qui a participé à tout ça, qui a travaillé avec le président Mobutu, qui a travaillé avec Non, j'ai pas travaillé avec le président Mobutu, attention. Vous étiez UDI ou proche de monsieur Kengo? Oui, mais ça n'est pas dit que je n'ai jamais travaillé avec le président Mobutu. D'accord. Non. Vous étiez avec le président Laurent Désiré Kabila, avec le président Joseph Kabila. Non, le président Laurent Désiré Kabila, j'ai pas travaillé avec lui non plus. Vous étiez très... Le premier chef d'État qui travaille avec moi... C'est Joseph Kabila. Non. J'étais de la majorité présidentielle, mais travailler avec le chef comme collaborateur ou proche, non. Le premier, c'est Tshisekedi. D'accord. Mais tous les 4 pouvoirs, vous les avez connus. Oui. Dans toutes les négociations, ou de toutes les négociations, presque vous avez été de manière... Après 90. À partir de 90. Importante à la CNS. Oui. Dites-nous, puisqu'on parle de négociation, est-ce qu'on est capable de négocier? Est-ce qu'on est capable de tenir sa parole? Martin Fayulu le disait, beaucoup de Congolais ne savent pas tenir parole. Est-ce que tout cela sert alors que nous-mêmes, Congolais, sommes incapables? Mais c'est de cela dont je veux parler. Vous m'avez pris la parole à la gorge. Il y a un problème. Et nous qui sommes des universitaires, je ne dis pas les universitaires, c'est le top, c'est la qualité, mais en fait, nous avons vocation quand même d'être ceux qui conduisent, qui ont la lumière. Et le commun de mortels, je prends les deux extrêmes. Qu'est-ce qui se passe? Les mêmes choses. On se rencontre aujourd'hui, ça sera exactement les mêmes choses. On dit analyse et tout, mais nous avons sorti une constitution. On dit les causes profondes, mais on les connaît. Moi, je souhaite que le dialogue que nous devons avoir, le président ne refuse pas, doit nous permettre d'aller tout droit au but. Tout droit au but. Vous n'avez pas voulu qu'on s'étende sur l'initiative des évêques. Moi, j'étais bref. S'ils veulent que ça aboutisse, il faut redimensionner, il faut recadrer, il faut rassurer tout le monde. Il ne doit pas se positionner... Rassurer tout le monde? Vous faites comment pour rassurer tout le monde? Mais on peut en parler. On peut en parler. La communication de ceux qui font la mission, elle est très mauvaise. Vous êtes de la communication. Elle est très mauvaise. On pouvait faire mieux. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un. Mais vous aurez voulu qu'il réponde. Mais vous aurez voulu. J'ai travaillé avec quelqu'un. Il faudrait qu'il réponde. La communication, c'est répondre aux questions. Vous aurez voulu qu'il réponde à quelle question? Non. Écoutez. Est-ce que il est normal que nous puissions parler des problèmes, des prises en charge, des financements par des chefs d'État étrangers et dire le gouvernement ne s'occupe pas de nous, tout ça, même si cela est vrai? Est-ce qu'on peut parler ça en public? Est-ce qu'il n'y a pas une éthique là-dessus? Je prends vraiment un petit cas comme ça. Est-ce qu'il est normal
que les membres de la délégation parlent un peu trop. Nous parlons entre nous. Je sais que ça va passer à la télé, à la radio. Il y a des choses qu'on fait. Moi, je travaille, je suis désolé. Je l'ai adoré beaucoup, Monseigneur Monsengo. C'était pas comme ça. C'est dommage que quand Monseigneur est mort, moi j'étais ici pour les soins médicaux. C'était pas comme ça. Il se positionne dans la communication, je dis pas en opposant, parce que je dis de le prendre, mais comme des gens qui ont déjà des positions. C'est pas comme ça. Moi, j'ai travaillé avec Monsengo, qui était un homme radical et tout. Bon, qu'à cela ne tienne. Moi, je veux qu'il se recadre et même qu'il se concentre sur la réconciliation interne. Et sur cela, il y a des problèmes précis à aborder. On ne va pas faire la conférence nationale. Il ne faut pas faire Sun City, déclaration de politique générale, culpabilisation, déculpabilisation, des réquisitoires, des plaidoiries. Non, le Congolais n'a pas besoin de ça. Nous avons des problèmes précis et il faut les aborder. Lesquels? Prenons par exemple, bon, il y en a qui se plaignent du fait que notre démocratie est de plus en plus malade. Bon, on doit identifier. Est-ce le problème des libertés? Est-ce le problème des prisonniers politiques? Est-ce le problème du comportement des partis politiques? Il y a des intelligents qui peuvent dire, voici le problème. Et chacun donne son point de vue, on se met d'accord. Bon, il y en a qui parlent aussi du problème de gouvernance. De quelle gouvernance parle-t-on? Ça, on les aborde. Et moi, je dis aussi, ne nous faisons pas d'illusions, il faut parler de la question des Tutsis congolais. Et je n'invente rien. Moi, j'ai vécu ce dossier intensément à la conférence nationale et au Conseil de la République Parlement de transition. Je me rappelle ce jour-là, quand on faisait des invalidations, je ne vais pas citer le nom, j'ai dit à un de mes collègues, parce que moi j'étais vice-président du Conseil de la République Parlement de transition, je disais à un de mes collègues, j'ai dit, ce dossier va nous poursuivre pendant longtemps. Je n'ai pas dit 30 ans, mais nous sommes en 30 ans. Nous avons cru résoudre ce problème à Sun City. Lisez l'article sur la nationalité. Ça revient de manière récurrente. On nous a dit brassard, tout ça. Et aujourd'hui, ce problème revient. Il peut y avoir des problèmes fonciers. Il y en a partout. Même chez moi au Sankuro, il y en a partout. Le président Tshisekedi, il est le seul président qui a eu le courage de dire qu'il y a des Tutsis congolais, il y a des Hutus congolais, et ainsi de suite. Quel est le problème qui fait que des compatriotes doivent être chassés de leur domicile, doivent mourir, et des pays étrangers, comme le Rwanda, trouvent le prétexte d'intervenir. Il y a d'autres pays aussi. Ça, il ne faut pas prendre les gants. C'est un dossier que nous devons traiter entre nous. Il y a eu au Palais du Peuple, à l'époque du président Kabila, des consultations, en tout cas des travaux. Moi j'étais député. Et ça revient. Pour quelle raison? Qu'on dise de quoi s'agit-il? Et moi, je dis à votre micro que tous ceux qui disent qu'ils sont congolais doivent savoir que leurs problèmes ne seront résolus qu'au Congo par les institutions congolaises. Nous ne pouvons pas accepter qu'un chef d'État, qu'un autre pays vienne enfoncer le clou des tensions intercommunautaires. Parce que ce qui est en train d'être fait par le président Kagame, c'est justement cela, et ça va aller de génération en génération. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Après tout, la plupart des pays d'Afrique sont peuplés de gens issus de mouvements migratoires depuis des siècles. Donc, ce problème-là, il faut qu'on en parle. Qu'on nous dise, parce qu'on nous dit que l'accord de 2009 n'a pas été bien appliqué. On va en parler. Voilà. Quel autre problème? Oui. Le problème de développement, par exemple, parce que je suis sénateur, des provinces. C'est comme ça. Vous savez ce que je veux dire? C'est totalement inégal. Ça ne correspond pas à la Constitution. Ça ne correspond pas à la philosophie qui a présidé à la création de la Caisse nationale de péréquation. La question de l'armée. Comment allons-nous nous doter d'une armée? Depuis 1960, c'est un problème récurrent. Donc, on peut cibler des questions précises. Comme celle-là, on se retrouve, les participants, chaque groupe dit, voici mes propositions, et ça peut faire une histoire peut-être d'une semaine seulement. Une semaine? Mais oui, pourquoi pas? Parce que j'ai lu la déclaration de l'opposition. Si il n'y a même pas le président Kabila, j'ai lu ça, j'ai dit, mais finalement, ici, là,
on se cogne les têtes pour quelle raison? On dit pratiquement la même chose. Souveraineté, intégrité territoriale, exploitation de ressources pour nous-mêmes les Congolais. Qu'est-ce que j'ai vu là? On dit presque la même chose. Mais le problème, c'est que est-ce que vous êtes revenu sur tous les dialogues et toutes les rencontres qu'il y a eu entre Congolais, vous avez parlé vous avez essayé de nous identifier les problèmes, gouvernance, accords précédents, armée, Tutsi et autres. Oui. Est-ce que notre problème, nous, c'est pas la qualité de ceux qui engagent la République? Est-ce que notre problème, nous, c'est pas la qualité de ceux qui identifient nos problèmes? Est-ce que notre problème, nous, c'est pas le fait que à chaque fois qu'il y a un problème, chacun ne puisse pas être en mesure de se poser la question réellement comment le résoudre? L'identification de nos priorités pose problème. La justice, peu en parle. Vous êtes ancien magistrat. Tout à fait. Vous n'allez pas me dire le contraire. Sous Mobutu, et vous l'étiez. Mais surtout, le mieux-être de Congolais, le modèle de gouvernance, qu'est-ce qui marchait du temps des Belges qui ne peut pas marcher chez nous? Qu'est-ce qui a fait de ce pays un pays prospère qui, depuis 65 ans, ne le voit que reculer? Est-ce que le Congolais ou les dirigeants congolais, les élites congolaises se posent vraiment les vrais problèmes? Didier Moumengi nous a parlé d'intellectuels venus de partout pour réfléchir sur la question. Mais est-ce que vous ne pensez pas, vous, qui avez participé à toutes ces grandes échéances, que le problème au-delà de ces étrangers qui viennent profiter de notre non-organisation et qui organisent nos divisions, c'est surtout le fait que nous ne nous trouvons pas avec les meilleures politiques quand il s'agit de parler de nous? Bon, qu'est-ce que le président Keng vous a répondu dans l'interview que vous avez faite avec lui sur la question? Vous avez regardé Mémoire avec beaucoup d'attention, je le vois. C'est nous, mais le président Kengo a été Premier ministre quand il était aux affaires. On peut le renvoyer, on peut lui renvoyer la question. Hein. Non, c'est pas ça mon problème. La phrase qu'il a dit, c'est l'homme. Et tout à l'heure, lorsque j'ai parlé, je vous ai dit que je suis en train de me poser des questions et ça me fait mal. Vous avez rappelé les forats, les rencontres auxquelles j'ai participé. Toutes les questions ont été abordées. Toutes les questions. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand il y a de l'argent qui entre, a dit un ancien ministre des Finances, on se le partage. Non. C'est ça le problème. Non, ça, ce sont des faits que vous racontez. Vous avez posé une question de fond. Ça, ce sont des faits, il y en a beaucoup. Et moi, je crois que nous n'avons pas encore eu une élite dirigeante, qu'elle soit de la société civile, de la classe politique, parce que souvent, on a la facilité de diaboliser, d'incriminer les politiques. Oui, évidemment, parce que ce sont des gens qui vous disent qu'ils sont au service de tout le monde. C'est ça la vocation de politique. Mais si je combine mon expérience, même à l'extérieur, ce que j'ai vu dans d'autres pays, mon expérience de député élu de l'intérieur, quelqu'un qui a grandi à l'intérieur, il y a quand même des problèmes. La question de l'exemplarité. J'ai dit bien, société civile et classe politique. On peut parler longtemps, donner des cas, mais il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on fait des procès des gens comme si nous-mêmes, nous étions de beauté sans tache. Nous étions de beauté sans tache, non. Donc ça, c'est un problème. La question de l'exemplarité, le modèle des dirigeants politiques et sociaux. C'est ça le problème. Vous allez conclure demain, après-demain. Ça va faire combien de temps? Et même ce qu'on nous reproche à l'extérieur, c'est quoi? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Avec eux, vous travaillez, ils sont bien, ils parlent français, ils parlent anglais, ils parlent espagnol et tout. Des diplômes, je ne sais pas où. Mais quand vous parlez avec lui, vous traitez, ça s'arrête quelque part. Donc c'est une interpellation forte. Vous pouvez être dégoûté. Vous êtes dégoûté, je dis, bon, alors ça ne vaut pas la peine. Non, il ne faut pas croiser. Si nous, je ne suis pas quelqu'un qui croit au fétichisme de diplôme, mais quand même, nous avons une présomption. De savoir. Oui, c'est ça. Si nous désertons les champs du politique, au sens large du terme, en nous disant non, ça ne va pas, bon, je laisse ces gens-là comme ça, mais ça va continuer. Si nous n'avons pas le courage d'échanger, de servir de modèle, ça va continuer
Mais Regardez Haïti. Mais qui Regardez et quand réflexion, par qui et quand cette réflexion doit intervenir de manière réelle? Non, je ne dis même pas cette réflexion. Parce que oui, j'ai suivi votre émission avec Didier Moumengui. Bon, intellectuellement, c'était impeccable. Il y a logique, cohérence et tout. Et CC5O, vous n'en voulez vraiment pas. Hein? Comment? L'initiative CC5O, vous n'en voulez vraiment pas. Non. Moi, j'ai bien dit. C'est dommage que, bon, peut-être qu'on n'a pas du temps de faire ça. Il faut redimensionner et recadrer et avoir une autre communication. C'est tout. Est-ce que vous pouvez imaginer que le chef de l'État peut refuser une initiative de paix prise par ses compatriotes? Non, parce que son travail. Est-ce que vous pouvez m'imaginer, moi, qui ai évolué longtemps, vous l'avez rappelé, dans ce genre d'initiative, dire que c'est mauvais? Non. Est-ce que vous pouvez comprendre que le président de la République ne le reçoit toujours pas? Mais écoutez, le président gère une guerre. 2 mois? Mais attendez un peu là. Vous savez, même quand moi j'étais encore au gouvernement, on ne pouvait pas avoir le président à tout moment. Ça dépend, il avait quoi, ça continue le mercredi pour les membres du gouvernement. Vous comprenez? Mais j'insiste. Il faut soigner la communication, recadrer, redimensionner. Ne donnez pas l'impression que dès l'extérieur, il y aura des oukases que nous devons exécuter au Congo. Non. Et je reprends toujours, parce que j'ai vécu une expérience vraiment qui m'a enrichi beaucoup. J'ai travaillé avec M. Moutsengo. Il savait à quel moment dire quoi et poser quoi. Est-ce que vous avez vu le professeur Moutsengo en polémique avec les gens du gouvernement? Voilà. Donc, votre question de fond, un effort, c'est nous qui avons eu la chance d'avoir une autre lumière. Par expérience, par la formation, il faut que ça change. Je ne peux pas continuer comme ça. Vous avez fait l'inventaire. Est-ce qu'il existe un pays où ça s'est fait comme ça tout le temps? Non. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lutundula. On va pas se quitter comme ça. Vous êtes membre du Sénat, commission certes pas juridique, mais... Mais je parlais à titre individuel, je n'engage pas le Parlement. Vous êtes membre de... Ni la commission de relations extérieures. Encore moins l'Union sacrée. Mais vous êtes du Sénat, même si vous n'engagez pas le Sénat. Oui, je suis sénateur. Quelle est la lecture que vous faites de la combinaison entre les articles 104, 107, 153 de la Constitution et la loi sur les statuts des anciens chefs d'État, quand exhibés ou cités par le ministre de la Justice pour demander les levées de l'impunité, ou de l'immunité, pardon, de l'immunité de Joseph Kabila? Moi, je vais vous répondre de la manière la plus simple. D'abord, moi, je suis contre l'impunité. L'immunité. Non, je parle de l'impunité. Il faut faire attention. Et quand on a voté la loi portant statut d'ancien chef d'État, rappelez-vous, nous n'étions pas là. C'était le G7. Je crois qu'on avait déjà fait des rassemblements. Nous sommes sortis, nous n'avons pas participé au débat, encore moins au vote. Et moi, je ne pouvais pas participer. On ne peut pas consacrer l'impunité. Regardez tous ces pays-là où nous sommes. Tous les hommes politiques, même les anciens chefs d'État, savent que bon, la loi, c'est la loi. Hein. Bon, 2, peut-être parce que j'ai été magistrat. Quand on cite quelqu'un pour un dossier judiciaire, bon, juridiquement, on dit présomption d'innocence. C'est vrai. Mais je dis, psychologiquement, on doit sortir de sa tête l'idée qu'on est condamné. Cet état d'esprit, je ne l'observe pas. Chez nous, évidemment, bon, on se dit la justice, bon, elle est malade. La confiance en la justice, nous ne l'avons pas encore, c'est normal. Moi, j'ai vécu dans le milieu très brièvement, vous comprenez? Donc, dire qu'on demande la levée de l'immunité ne dit pas que le président Kabila est coupable. C'est dommage, il ne sera pas là, mais bon, s'il était là, il n'a qu'à partir, c'est justifié, vous comprenez? Et ça, c'est de 3 par rapport aux articles. Il faut dire qu'il n'y a pas un article de la Constitution qui dispose que pour déclencher de poursuites contre un ancien président de la République, il faut passer par le Congrès. Non. C'est pour les poursuites et la mise en accusation du président, article 119, et du Premier ministre. Il
faut pas qu'il y ait de la confusion parce que j'ai lu quelque part une confusion là-dessus. Pour un ancien président de la République qui est sénateur des droits, conformément à l'article 104 de la Constitution, nous sommes saisis, je ne dis pas nous lèvons, le ministère public nous saisit pour avoir l'autorisation de poursuite. C'est ce qui se passe maintenant. Ce qui ne signifie pas, j'insiste, qu'il est condamné ou qu'on le livre en pâture. Pas du tout. Et la procédure, c'est qu'on met en place une commission qui, généralement, c'est la PAJ, tout ça, bon, qui examine le réquisitoire du ministère public. Le ministère public vient se justifier. Et là aussi, il faut préciser que le refus de l'autorisation peut se faire, mais la portée de l'article 107 est la suivante. La Chambre saisie vérifie si les faits ont, oui ou non, une relation avec les mandats du parlementaire. Parce qu'il est dit que, l'article 107 alinéa 1er, je crois, qu'on ne peut ni poursuivre, ni rechercher, ni arrêter, ni tout ce que vous voulez, un parlementaire, pour l'opinion ou le vote émis dans l'exercice de son mandat. Là, c'est l'immunité et l'inviolabilité totale. Donc, quand on est saisi, on ne se prononce pas sur les faits, si c'est vrai, c'est faux, c'est condamnable. On dit, est-ce qu'on poursuit notre collègue Lusakweno parce qu'il a voté ça, parce qu'il a émis une opinion à la tribune ou dans une rencontre parlementaire. Donc ça doit être clair. Alors, si on estime que ça n'a pas de rapport avec son mandat ou son statut de parlementaire, bon, on peut lever. Ou bien si on estime que maintenant là, il y a des travaux, parce que si vous voyez un peu plus tard, vers la fin de l'article, il est prévu que le Parlement, c'est-à-dire Sénat, Assemblée, peut demander la suspension de ceci, de cela, de poursuite et tout. Donc, aujourd'hui, là, n'ayons pas d'autres types d'appréhension. Peut-être parce que je suis juriste, je suis passé par la magistrature. Moi, je n'ai vraiment... Est-ce qu'aujourd'hui... aucune inquiétude, c'est pas moi, là. Aucun autre sentiment. Est-ce qu'au moment où on cherche la cohésion nationale, commencer pareille procédure judiciaire contre l'ancien président est de bon augure? Non, je ne lis pas ça avec le contexte. Parce que, Christian, nous tous, nous sommes soumis aux lois de la République. Et personne n'est censé ignorer les lois de la République. Si nous nous trouvons dans la posture où on dit, parce que nous sommes dans telle situation, vous pouvez commettre ou être présumé auteur, complice, co-auteur d'une infraction, donc on laisse, c'est pas l'état de droit. L'état de droit, et là je vous rends compte, c'est qu'il y ait des procédures transparentes et justes. C'est ce qui est important. Ensuite, moi je ne comprends pas encore une fois chez nous. J'ai entendu les gens dire, je crois que c'est Didier Moumengi qui a dit que le président Tshisekedi a rencontré le président Kabila, ils doivent se parler. Moi je n'ai jamais été d'accord avec ça. Parce qu'à l'époque du président Mobutu, on disait que Mobutu se rencontre avec Tshisekedi. Non, notre destin, il n'y a pas de gens qui ont le droit de gérer notre destin comme ils veulent. Vous comprenez? Nous sommes citoyens comme tout le monde. Donc on ne peut pas subordonner mon avenir, votre avenir et ceux de nos enfants et tout à une rencontre à la volonté de deux personnes. Non, le président Tshisekedi est chef de l'État. Il assume ses fonctions. Le président Kabila, il l'a été, maintenant il est comme vous et moi. Nous assumons nos responsabilités. Il ne faut pas nous dire, il faut que le président Tshisekedi rencontre. Non, c'est quelle démission ça? Non. Et voilà. Donc moi je considère que laissons la procédure, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Ce que vous dites, si aujourd'hui, demain ou après-demain, c'est permis, on dit, allez, on se salue, arrêtez ce que vous faites, c'est pas bon, amnistie ou bien, c'est bon. Mais on ne peut pas a priori dire que parce qu'il y a ça, tel peut faire ça, tel peut faire ça. La justice, vous croisez les bras. Non, le ministre d'État, évidemment, il a fait sa publicité, il a fait son travail. Il a fait son travail.